Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach en développement de carrière et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Guimont. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, tu es docteur en psychologie du sport. Tu es aussi ostéopathe, conférencier, auteur. Tu es consultant pour la Canadienne de Montréal. Si je ne me trompe pas, tu as travaillé aussi à l'antichambre et tu travailles toujours à l'antichambre? Je suis toujours avec, je suis toujours avec les gens de RDS. Oui, RDS. à l'antichambre. Et tu as aussi monté une entreprise en biomécanique. Il s'appelle Biotonix. On est un groupe de cabochons, les 3-4 cabochons on a parti ça dans les années 90. Et aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, on a plus d'1 million de personnes qu'on a aidées dans 32 pays. Donc, on a vécu toutes sortes de choses ensemble. On a vendu une partie à des Américains, on a repris l'entreprise, on l'a ramené privé à l'état public. On a vécu un peu tout ce qu'on peut vivre dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore les mêmes fondateurs du début, les trois mêmes personnes qui avancent. Ouais, vous avancez ensemble. Puis on est restés très unis toutes les trois. Malgré tout ce qui s'est passé, on a une très très belle complicité. Celui avec qui je suis s'appelle Sébastien Lacoste, l'autre s'appelle Jean-François Normandin et Dominique Deschenaux. Donc c'est des gens avec qui j'ai vécu notre rêve d'amener cette entreprise-là un peu partout à travers le monde. Puis aujourd'hui, on en est bien fiers parce qu'on continue tout le monde à gagner notre vie avec ça, avec une idée. Mais en même temps, cette idée-là a pu aider beaucoup de gens à travers les années qui sont aux prises avec des Puis des athlètes aussi, hein, comme tu disais, parce que tu touches de très près le monde du sport. C'est drôle parce que c'était pas ce qui était voulu au départ, mais effectivement, étant donné que c'est une nouvelle technologie, dans le monde du sport, on sait que les gens veulent performer, puis ils vont être à la recherche de solutions qui vont les aider. Et ce système-là a été grandement utilisé par différents athlètes dans plusieurs disciplines. Fait que on en est bien content de ça. Et comment tu vois justement tout ce que tu as pu accomplir par rapport à d'où tu viens? Parce que bon, j'ai écouté plusieurs de tes vidéos, donc je ne vais pas vendre le punch, je veux que tu le racontes, mais comment tu vois ce chemin-là? Les gens sont, vus de l'extérieur, ça semble être beaucoup, mais moi j'ai pris ça une journée à la fois. Puis oui, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été impliqué dans beaucoup de disciplines. Et j'ai fait deux disciplines, donc une au niveau physique, la biomécanique, et l'autre au niveau de la psychologie. Donc j'ai relié le côté physique et le côté psychologique. Comment on a pu faire ça? Je pense que j'ai réussi seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. S'il n'y avait pas eu tout ce monde-là sur mon chemin, j'aurais pas réussi à accomplir autant de choses. J'ai rien fait seul. J'ai fait ça avec beaucoup de gens qui ont cru en moi, qui ont cru en mes idées, puis qui sont vraiment engagés, impliqués avec moi. Puis mais aujourd'hui, on regarde avec le recul, puis je suis bien content de ce qu'on a pu accomplir, c'est certain. Tu disais justement dans tes entrevues que bon, tu as été dyslexique, qu'il y a eu toute la partie école la troisième année aussi, que tu as dû recommencer. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants. Puis mes frères et ma soeur étaient très bons à l'école. Et moi, ils sautaient des années, eux autres, à l'école. Et moi, quand j'étais à l'école, je sautais des années aussi, mais par en arrière. Les professeurs étaient un peu surpris de ma difficulté à l'école. Et quand je suis arrivé en secondaire 3, j'avais beaucoup de retard sur mes amis. Donc, il y a une sœur qui s'appelle Sarita Lanois, qui est décédée aujourd'hui. Et que toute ma vie, je l'ai appelée ma blonde parce qu'elle a tellement pris soin de moi. Et ce qu'elle a fait avec moi, c'est qu'elle m'a redonné de la confiance. Tu sais, les mots peuvent guérir ou peuvent blesser. Et puis, j'avais rencontré une orientale juste avant qui m'avait dit, tu sais, je pense que tu aimes trouver une profession rapidement. L'école, c'est pas ce que tu aimes le plus. Puis, moi, je voulais au moins me rendre au cégep. Je voulais au moins avoir des études collégiales. Puis là, lui, il venait de défaire un peu mon rêve. Fait que je suis reparti chez moi très triste. Et ma mère, à ce moment-là, a dit, on va essayer de trouver quelqu'un qui va t'aider. Moi, on n'était pas très riche. La seule journée où j'étais habillé pareil comme tout le monde à l'école, c'était le jour d'Halloween. Elle a trouvé une religieuse qui l'a fait de façon bénévole. Et cette religieuse-là, elle a fait en sorte qu'elle me redonnait confiance. Elle m'a fait faire un problème de mathématiques. J'ai trouvé la réponse. Ça a pris beaucoup de temps. Au lieu de dire, t'es pas très vite, elle m'a dit, t'es très créatif. C'était beaucoup plus gentil. Ça m'a permis de prendre confiance en moi et de là, dire, je pense que tout est possible si on croit en soi.
Et elle était là pour me supporter pendant des années. Puis même quand j'allais à l'université, je suis retourné la voir à l'occasion. Elle me donnait encore un coup de main. Elle était très, très importante dans ma vie à moi. Puis je pense que ça, si aujourd'hui j'étais à l'école, sûrement qu'on m'aurait branché un soluté de Ritalin. Parce que j'étais probablement avec des déficits d'attention, de la dyslexie, de dysorthographie en plus. Il n'y avait rien qui était facile pour moi pour l'école. Puis j'ai trouvé des méthodes d'étudier différentes où j'écrivais tout ce que j'étudiais en couleur, puis je tapissais les murs de ma chambre et je relisais mes notes sur les murs. Quand j'avais un examen, je retrouvais les réponses de façon physique dans la chambre où c'était. Donc c'était une façon pour moi d'utiliser le côté visuel de mémorisation, puis ensuite j'enregistrais mes notes et je les écoutais le soir. Fait que j'essaie de rentrer l'information par le plus de sens possible. Puis ça a fonctionné. J'ai pu faire ça pendant toutes mes études. C'est beaucoup de travail, mais plus que la norme, entre guillemets. J'avais beaucoup de difficultés à l'école que la norme. Et là, je suis en train d'écrire un livre en ce moment qui s'appelle « Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial ». Et ça va pour aider justement tous les gens à qui on appose une étiquette, à qui on leur dit « Vous avez un déficit d'attention, vous avez ici, votre enfant est hyperactif, votre enfant... » ou même les adultes. On place des étiquettes facilement sur les gens. Et ça, je trouve ça très triste. Parce qu'on n'est rien d'autre que qui on est soi-même. On peut faire des choses, mais ça ne nous identifie pas à ces choses-là. Donc, je trouve ça triste qu'on identifie les gens avec une étiquette qu'on leur appose. Ça, pour moi, c'est dommageable pour l'identité des personnes et pour leur confiance en eux, en fait. Écoute, je dois te remercier parce qu'en t'écoutant, moi je fais des parallèles avec ma vie, puis j'ai pas été très bonne à l'école non plus. Oui, j'ai un bac à HEC Montréal, oui, j'ai fini par retourner à l'université, puis oui, je suis bonne, mais j'ai manqué, j'ai été sourde pendant 2 ans, qui m'a fait louper plein de choses à l'école, donc des lacunes sur lacunes sur lacunes, et puis après, je suis plus capable, et puis finalement, c'était trop. Et le choix des mots... J'étais sourde, sourde des 2 oreilles. Je pourrais montrer les tympanogrammes. Là, le tympanogramme de Graham était à plat. Et on a fait tout le tour, France, mes parents. Et aujourd'hui, c'est revenu, c'était juste c'était pour 2 ans. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ah, peut-être. Peut-être. Ou que je ne voulais pas. Là, tu es prête à tout entendre. Ouais, ouais. Non, et puis, mais en fait, le choix des mots, comme tu dis, d'avoir des professeurs que... Oui, j'étais pas bonne, j'arrivais à passer toujours au ras des pâquerettes, comme on dit. Hein. J'avais la note juste assez pour passer. Mais les gens me disaient, tu es capable, continue, on voit tes efforts, peut s'améliorer, peut mieux faire, peut... Quand je dis les mots peuvent guérir ou les mots peuvent blesser, souvent c'est pas la maladie, mais le maladie avec des mots MOTS, MAUX. Puis le bonheur, mais c'est l'heure qu'on passe avec eux. C'est pas le bonheur, mais la bonheur. L'heure qu'on passe avec eux, c'est qu'on aime. Donc, heure et heureux, si on met ça ensemble, c'est là qu'on est heureux. Et ce que je trouve très drôle dans notre société, c'est qu'on a tendance à dire que le temps, c'est de l'argent. Je sais pas c'est quel imbécile qui a dit ça, mais j'aimerais ça l'amener avec moi à l'hôpital pour rencontrer des gens qui sont malades. Et on offrira à eux du temps ou de l'argent. On voit que les gens vont prendre le temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et si vous cherchez vraiment des gens heureux, c'est simple. Ces gens-là sont en train de donner de leur temps. Vous allez trouver des gens qui sont très, très heureux, des gens qui font du bénévolat, qui donnent du temps à d'autres personnes. Puis malheureusement, dans nos entreprises, il y a beaucoup de gens qui regardent leur montre en se disant « Oh, je finis dans 4 heures, ça c'est terrible. » Mais encore pire, il y a des gens qui regardent le calendrier au mur, qui se disent « Je termine, je vais prendre ma retraite dans 3 ans, 2 jours et 2 heures. » Je vais être heureux à ce moment-là. Pour moi, je trouve ça tellement spécial de dire hey, mon temps, je le donne à être malheureux, ça se trouve être faire du temps. Faire du temps, ça existe, mais ils sont en prison, ces gens-là. Ils vivent pas. Non, exactement. Puis là, mais je trouve ça bien qu'en ce moment, on passe du temps ensemble puis qu'on puisse le partager avec les gens. Parce que ce partage-là, fait en sorte qu'on est heureux. C'est dans ces petits moments-là de bonheur. Exactement, parce que pour moi, en fait, c'est ça, c'est le partage, un des piliers dans ma vie, c'est donner, partager. Et plus on donne, plus on soit, c'est vraiment... Oui, c'est gratifiant aussi. Exactement. Et j'ai envie aussi de t'amener de l'autre côté de la médaille, un professeur qui va peut-être justement rabaisser, va mettre des étiquettes, comme l'orienteur, qui a le conseil d'orientation qui a donné, qui t'a dit, ben là, je pense que tu devrais faire autre chose.
est-ce que c'est pas une limite qu'ils sont en train d'exprimer? Je sais juste pas quoi faire, leur impuissance de dire, je sais plus quoi te dire, j'ai tout essayé. Et j'avais un prof, hein, j'ai eu un prof qui est décédé aujourd'hui et qui m'a rabaissé. Et je pleurais, je me souviens, j'avais 16 ans. Et c'est un professeur d'espagnol, puis j'ai dit, mais expliquez-moi autrement. Et il m'a dit, t'es pas capable ça. Et elle est sortie de la salle. Sarah, tu vas rencontrer bientôt mon meilleur ami qui s'appelle Léon Maurice Lavoie, avec qui je voyage à travers le Québec. Léon, c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Et la raison pourquoi j'ai demandé à Léon que ce soit lui qui m'accompagne dans les conférences que je fais, des formations partout, c'est que je le connais depuis qu'on a 5 ans. Depuis qu'on a 5 ans, je ne l'ai jamais entendu dire un seul mot en mal de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui veut toujours aider les gens, qui a un cœur incroyable. Et je savais qu'en étant avec cette personne-là, moi aussi, je deviendrais une meilleure personne. Donc, quand on s'entoure de gens qui nous rendent mieux, qui nous rendent de meilleures personnes, c'est avec eux qu'il faut travailler. Moi, c'est ce que j'ai choisi avec Léon. Et si je te parle de ça en ce moment, c'est que, justement, quand les gens nous apposent une étiquette, quand les gens, ça vient nous blesser. Et Léon, il est anthropologue de formation, c'est un professeur de français, mais au-delà de ça, il a étudié aussi de très près avec Jacques Salomé, qui a écrit les méthodes d'Esper de communication. Et Léon, dans les formations qu'on fait, il participe avec moi et il explique très bien aux gens ceci. Quand les gens nous donnent quelque chose, quand ils nous donnent un commentaire, on a le choix soit de donner, accepter, refuser. Et lorsque le commentaire nous est donné et qu'il nous blesse, on peut dire à la personne qui nous le dit, écoutez, ce commentaire-là, moi, ça me blesse, ça me fait mal, je vous le redonne. Si on est capable de le faire, c'est fantastique. Si on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on est mal à l'aise avec cette personne-là, mais il faut dire, ce commentaire, je le prends, je l'écris sur un bout de papier, je le déchire, je le brûle, parce qu'il ne m'appartient pas. Et ça, c'est important d'enseigner ça à nos enfants, pour que jamais un commentaire qui nous a blessés, on le garde en dedans de soi. Je sais que ça semble... Parce qu'on va lui donner de l'importance. Donc, ce qui est important, c'est que les gens, en l'écrivant, en le sortant d'eux, parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc quand je l'exprime, puis je le rejette, à ce moment-là, je viens libérer une partie de moi qui était blessée par ce commentaire-là. Donc, ce que tu viens de dire, quand les gens nous donnent et nous apposent une étiquette qui ne nous convient pas, c'est notre devoir à nous de s'en libérer. C'est exactement. Puis c'est leur limite qu'ils expriment finalement. Souvent, sans s'en rendre compte, les gens vont blesser parce qu'ils sont blessés. Dans leur souffrance, ils vont faire souffrir. Mais si on en arrive à se dire, ben, cette personne-là, d'emblée, on peut lui pardonner, on arrive à être mieux. Et c'est drôle, j'ai écrit un poème là-dessus, justement sur aimer, parce que j'ai écrit beaucoup de poèmes, j'adore ça, écrire des poèmes, puis dans le poème, ça fait le tour un peu de tout ça. Ça dit, as-tu déjà aimé? Aimer assez pour pardonner. Oui, vas-y. Pardonner même à l'étranger. Étranger avec toi-même quand on ne se reconnaît plus. Étranger avec toi-même, est-ce que tu t'aimes? T'aimes-tu assez pour oublier? Oublier qu'on t'a fait de la peine, justement, dans ces commentaires-là. La peine de ne pas être aimé. Aimer sans demander et demander qu'à être aimé. Au fond, c'est un peu ce qu'on veut comme être humain. On veut être aimé des autres. On veut se sentir qu'on fait partie de cette race d'humains-là qui s'entraîne et qui s'aime. Autant il y a du beau sur notre planète, autant il y a du mauvais. Et quand on trouve des gens qui ont de la gratitude, des gens comme François Lemay, comme les gens qui vont faire en sorte qu'ils vont inspirer, comme toi tu fais en ce moment, bien, ces gens-là, indirectement, il y a peut-être une seule personne aujourd'hui qui nous écoute, pour qui ça va vraiment la toucher. Cette personne-là va peut-être dire, bon, hey, j'ai toujours rêvé à faire telle chose. Peut-être qu'elle va passer à l'action. Mais on aura réussi notre entretien ensemble parce qu'on aura aidé au moins une personne. C'est un peu le but. Là. Puis, quand on ressent ça, ben, c'est à nous qu'on se fait du bien. Il y a un professeur à l'Université à San Diego que j'avais qui s'appelait Dr. Will. Il faut que je te conte l'histoire. As-tu un peu de temps? Ben oui, on a du temps. OK. Dr. Will, tu sais, nous, on a un genre de... Tout le monde, ben moi j'ai ça, on gauge à juger, on juge les gens. Mais c'est le propre de l'être humain. On dirait qu'on a tendance à juger les gens. Les gens ont peur de parler en public, de peur d'être jugés. Donc, moi, je suis à l'Université à San Diego. Fait que les gens qui me regardent aujourd'hui, ils pensent que je perds mes cheveux, mais moi, je me sépare au milieu, mais vu que j'ai la tête enflée, que j'ai un gros égo, ça fait en sorte que mes cheveux sont placés comme ça. On est assis à environ une quinzaine d'étudiants. J'aime ton explication. Une belle explication. On est assis au doctorat ensemble, et là, on a tous un gros égo. Et là, on va être docteur, ça fait que tout le monde est énervé. Et là, tout à coup, mon petit gage à juger commence.
Le professeur rentre dans la classe, il s'appelle Dr. Will. Quand il arrive dans la classe, il a des Bermudas, des bas golf blancs, des sandales brunes, les cheveux qui sont tous en... Ça ressemblait à des cheveux tissés du soleil, OK. avec un t-shirt qui a l'air du yard. OK. Et là, dans ma tête, je me dis, eh bon sang, là, le prof après-midi. Donc, je commence à le juger. Quand il rentre dans la classe, là, il dit pas un mot. Il fait seulement nous regarder, puis il sourit doucement. Puis il nous regarde avec un sourire, puis là, il sourit. Et pendant 15 minutes, c'est long en silence. Et au bout du 15 minutes, il dit, vous étiez mal à l'aise avec le silence, et pourtant, c'est dans le silence qu'on trouve nos réponses. Wow! Je me dis, Colin, il n'y a pas de styliste, mais il est vraiment hot. Et à ce moment-là, il a terminé la classe avec une deuxième phrase que je vous offre aujourd'hui. Cette phrase-là, pour moi, elle a littéralement changé ma vie. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider à vous aussi. Dr. Will, il dit dans la classe, Every time you help someone, ask yourself, who's really helping you? À chaque fois que vous aidez quelqu'un, demandez-vous vraiment qui aide qui. Donc, à chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est qui que j'aide? C'est moi-même. Et moi, ma carrière n'a pas commencé du tout avec des athlètes de haut niveau. Elle a commencé parce que lorsque je suis sorti de l'Université McGill en éducation physique, mon but, c'était d'être coach de personnes qui étaient atteintes de paralysie cérébrale, de jeunes qui étaient atteints de paralysie cérébrale. Souvent, la paralysie cérébrale, c'est à la naissance, on a manqué d'oxygène et tout. Et un jeune garçon qui s'appelle François, qui a changé littéralement ma vie. François arrive dans mon gymnase, c'est un samedi matin, il est 9 h. Et là, il me dit, Sylvain, un jour, je vais être champion du monde. Et je lui dis, c'est sûr que ça va arriver, un jour, tu vas être champion du monde. Et je vais t'aider à le devenir. Et à ce moment-là, son père me dit, Sylvain, ne donne pas de faux espoirs à mon fils. Donc, moi, j'ai dit, j'y crois, puis un jour, il va le devenir. François est vraiment devenu champion du monde. On a voyagé partout à travers le monde. Et on a eu une histoire qui est très, très belle ensemble. Donc, quand je dis qui aide qui, la personne qui a le plus changé ma vie, c'est lui. Dans la résilience. Puis à un moment donné, on est dans une compétition, puis François, on se retrouve à compétitionner à Miami. Et François, ce soir-là, il arrive un incident au restaurant, on se retrouve seul à la chambre, et il pleure parce qu'il est triste de ce qui est arrivé. Puis il me dit, je suis plus capable d'être handicapé, je suis plus capable d'en prendre, je suis plus capable de vivre ça. Et moi, je n'avais pas de mots à lui dire, je ne savais pas quoi lui dire, donc je me suis mis à pleurer. Quand je me suis mis à pleurer, François il prend son petit bras gauche, il m'entoure de mon cou, puis il me dit, ça va être correct, ça va être correct. Et là, un jeune garçon de 16 ans venait de changer ma vie. Il était devenu champion du monde, donc il avait réussi à avoir un rêve puis de l'atteindre. 2, il avait réussi à le faire même sans le support de gens près de lui. 3, sa mère, elle l'aidait tellement, c'était incroyable. Mais malgré toute l'adversité qui est arrivée, il a réussi à devenir champion du monde, il a fait le tour du monde. Et là, il venait de m'enseigner en me disant, non, ça va être correct, ça va être correct, ce que c'est que la résilience. Donc, quand moi j'ai aidé François, je pensais que c'était moi qui l'aidais à l'époque. Mais aujourd'hui, je regarde avec du recul et ce qu'il m'a offert dans ma vie, ce qu'il a joué comme rôle dans ma vie, c'est beaucoup plus lui qui m'a aidé que moi j'ai pu l'aider. Donc, every time you help someone, ask yourself, who's really helping you? Donc, c'est qui aide quand on aide? On est en train de s'aider soi-même. Et ça, quand on comprend ce point-là, on veut être là et rentrer dans le cœur des gens. Parce que c'est le seul endroit où on vit. On ne vit que dans la tête et le cœur des gens, nulle part ailleurs. Parce que si vous ne savez pas que j'existe, je n'aurais jamais existé. J'existe qu'à travers les autres. C'est pour ça quand on parle des êtres chers, ça nous blesse. C'est pour ça que les gens qui souffrent d'Alzheimer ont un détachement des gens avec qui ils sont. Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait énormément mal. Donc, who's helping you? C'est qui aide qui? À chaque fois j'aide quelqu'un, c'est moi que j'aide. Donc, c'est ce que tu fais ici en ce moment. Et tu as amené un bon point tout à l'heure, et puis je t'ai senti avoir une petite émotion de dire quand ta maman. Moi, je pleure une chatte. Oui, c'est correct. Okay. Moi aussi. Je peux pleurer? As-tu des Kleenex? Oui, j'en ai. Okay. On va aller les chercher, tout simplement. Mais tu sais, quand tu as dit justement, tu as parlé avec ta maman, puis ta maman a dit, regarde, on va trouver quelqu'un pour t'aider. Oui. Malgré le fait qu'il y avait 8 enfants, malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, elle l'a fait. Moi, tu sais, je viens d'une famille extraordinaire, où on est tous près les uns des autres, on est encore tous vivants. Mes parents sont encore vivants. Mon père a 92 ans, ma mère a 90 ans. Mon père dit encore que ma mère a les fesses douces, donc c'est merveilleux d'entendre ça. Et ce que j'ai reçu de ces deux personnes-là, c'est beaucoup, beaucoup d'amour.
Donc, je suis choyé. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et on ne choisit pas vraiment ses parents. Sinon, on choisirait des parents qui nous aiment, qui vont être bien, puis pourtant, des gens qui arrivent dans des familles où les parents vont mal, de façon malhabile, les blessés, des fois ça peut être volontaire, des fois c'est involontaire, des fois ils ne sont pas habilités à être des parents, donc on se retrouve avec des enfants qui ont des carences parce que les parents ont aussi des carences. Donc moi j'ai eu la chance de tomber dans une famille avec beaucoup d'amour où on était très très près les uns des autres. Donc je remercie, je ne sais pas qui il faut remercier. Si on l'appelle Dieu, si on lui donne un autre nom, tout le monde commence à s'entretuer. Oui, donc c'est ça, l'énergie, la vie, on va l'appeler Gertrude. Voilà, c'est bon ça. Gertrude, elle nous a fait un vendredi après-midi, ben, elle était fatiguée en maudit. Elle a oublié de placer un GPS dans la tête. Partout où on irait, on s'en trouvait facilement. Elle aurait dû mettre ça, Gertrude, dans la tête. La deuxième chose, Gertrude aurait dû faire en sorte que notre cerveau soit transparent. Imaginez la vie, tout le monde avec un cerveau transparent. Plus besoin de se parler, juste à se regarder, on saurait ce qu'on pense. Wow! Ça arrive. Plus de malentendus, plus rien, presque. Il n'y en aurait plus de malentendus, il n'y aurait plus rien. Ça serait fantastique, la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui se placeraient les mains sur la tête et ne voudraient pas savoir ce qu'ils pensent. Donc ce serait un peu compliqué. La troisième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a placé un petit gauge à juger dans notre tête. Et on se juge, nous, entre êtres humains. Le jour où on va arrêter de se juger, on va avoir beaucoup moins de dépression, beaucoup moins de problèmes d'anxiété. Puis s'écouter. Oui, dans mes conférences, je demande aux gens, il y a combien de personnes ici qui ont déjà eu mal au dos? Ça presque tout le monde lève la main. Et je leur dis, you have a spine, you are mine. Je fais une blague en disant, venez à ma clinique, puis ça va être correct. Parce que c'est ce que je traite des maux de dos. Et quand je demande aux gens combien de personnes ici ont déjà fait une dépression, ben, il n'y a personne qui lève la main. Non? Parce qu'on a peur d'être jugé. Et pourtant, dans une dépression, la seule façon de s'en sortir, c'est de l'exprimer, c'est d'en parler. Mais comment je peux en parler si je suis pour être jugé? Donc, je ne vais pas en parler. C'est toujours la peur de l'étiquette. Hein? Exactement. Donc, le jour où on va arrêter de se juger en soi, on va bien vivre. Parce que la majorité des médicaments qui sont prescrits au Québec sont soit des anxiolytiques ou des antidépresseurs. La semaine prochaine, le 25 janvier, je fais une émission avec KDS, justement, à l'antichambre, sur Belle cause pour la cause, qui va parler de santé mentale et de maladie mentale. Pour moi, je souhaite qu'un jour, on ne parlera plus jamais de santé mentale ou de maladie mentale, mais qu'on parle de santé et qu'on parle de maladie tout simplement. Qu'on arrête de faire une distinction entre le côté physique et le côté mental. J'ai jamais vu quelqu'un arriver à l'hôpital avec sa tête à côté et dire « Hey doc, ma tête ne va pas très bien, je vais vous la laisser, je vais revenir la chercher dans 2 semaines. Mais le jour où on va arrêter de juger les gens par rapport à des problèmes d'ordre vraiment plus psychologique que physique, bon, on aura guéri beaucoup de gens. Puis je me demande toujours si les médicaments les plus prescrits sont justement des anxiolytiques et des antidépresseurs. Puis quand je demande la question qui prend ça, personne ne lève la main. Et je dis aux gens, c'est parce que vous les donnez à vos chiens. C'est pour ça que les chiens se brûlent la queue comme ça. Ils sont sur les antidépresseurs. Là, indirectement, le jour où on va être capable de s'en parler et d'arrêter de se juger entre nous, on aura guéri une grande partie de nos blessures comme être humain. C'est normal d'être blessé, d'être humain. La vie est belle parce qu'elle est difficile. La vie est belle parce qu'elle est courte. La vie est belle parce qu'il y a plein de choses inattendues qui nous arrivent. Mais la vie est belle aussi parce que, justement, il y a plein de choses qu'on ne s'attend pas dans la vie. Je ne m'attendais surtout pas à faire une entrevue avec toi. Moi non plus. Je suis bien content de te rencontrer ce matin et d'avoir la chance de parler à ta gang d'amis sur les internets. Ben oui, sur Internet. Les internets. Dis-moi, les gens justement qui n'ont pas la chance que tu as eue d'avoir une famille. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont 6 ans, ils ont 8 ans, ils ont 12 ans, ils ont 15 ans. Quand ils sont jeunes, c'est un peu plus difficile. Parce que les gens dépendent de leurs parents. J'aime ça faire cette analogie-là. Pour moi, lorsqu'on est dépendant de nos parents. On a besoin d'eux parce que c'est eux qui vont prendre soin de nous. S'ils ne prennent pas soin de nous, en fait, on va en mourir. La deuxième partie, ensuite, on devient indépendant de ses parents. On a l'âge de 15, 13, 12, 14, 15 ans. On est à l'adolescence, puis là, on se dit « Ah non, mes parents, ils connaissent rien là-dedans. » Puis là, ils vont discarter leurs parents un petit peu, puis dire « Ah, eux, ils ne connaissent pas ça, ils sont vieux jeux. » Et là, ils veulent être autonomes puis avoir leur propre identité. Et pourtant, ils savaient pareil comme tous leurs amis, pareil, de même âge. Et là, ils veulent être différents, mais ils sont comme tous les autres. Et là, un jour, on arrive à un âge un peu plus vieux, où ils ont leurs propres enfants. Et là,
ils reconnaissent que leurs parents avaient peut-être raison à l'époque. Et là, on est passé de la phase indépendante à la phase qu'on était dépendant de nos parents, on veut être indépendant d'eux, et un jour, on devient codépendant. On a besoin les uns des autres. On appelle maman, hey maman, là, le petit a tel problème, qu'est-ce que je peux faire? Des demandes de conseils, tu m'avais bien dit. Et là, on se rend compte que nos parents avaient bien raison. Et là, on est codépendant, on a un beau partage. Puis un jour, nos parents deviennent plus âgés et ils deviennent dépendants de nous. Donc la vie est bien faite. On est dépendant, indépendant, et ensuite on devient codépendant, puis par la suite, c'est eux qui deviennent dépendants. Donc c'est comme un cercle où on va justement aider pour être aidé, puis vivre notre vie à la fin, ou quand nos parents partent, ben, quand on a pu leur donner le maximum de notre temps, quand on a pu être avec eux autres, ben, on part avec un sentiment qu'on a fait le tour de la boucle. Et quand l'enfant est dépendant et qu'il a des problèmes de dyslexie et autres, et qu'il se fait descendre et que le parent n'est pas présent, n'est pas conscient ou ne veut pas le voir, parce que des fois c'est du déni, c'est l'impuissance encore qui je ne sais pas quoi faire, alors je ne veux pas voir. Oui. Dans notre vie, on a des gens qui sont les membres de notre famille qu'on n'a pas choisis. Nos parents, on ne les a pas choisis. Mais on peut aussi choisir nos parents. On peut choisir des amis. Donc, quand on devient à un certain âge et qu'on choisit des gens, il y a des gens qui sont là peut-être pour nous aider. Il faut les reconnaître puis se laisser aider. Donc, pour ces jeunes-là, mais en souhaitant qu'il y ait un adulte prêt qui va quand même prendre soin d'eux. Il y a des gens qui aiment les enfants autant que leurs propres enfants, même si ce n'est pas leurs enfants. J'ai vu des foyers nourriciers, des gens, justement, je peux faire une conférence là bientôt pour des parents au Québec qui sont des foyers d'accueil pour les enfants en difficulté qui font partie de la DPJ et tout ça. Et ces gens-là, ils le font d'emblée, c'est un choix pour eux. Et parmi ces gens-là, il y a des gens de cœur, des cœurs en or qui aident ces enfants-là. Donc quand on se retrouve dans un endroit comme ça, mais ça peut être beau aussi. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne soin de nous. Des fois, ce n'est pas les parents. Une fois, j'ai donné avec... c'est trop beau cette histoire-là, je vais vous la conter. Vas-y. Je suis au droit de la personne et il y a une dame qui était dans une de mes conférences où je fais une formation. Et puis, quand je parle qu'on n'a pas choisi nos parents, elle me dit, tu sais Sylvain, moi j'ai été adopté, mais par des parents tellement merveilleux que quand j'arrivais à l'école, je parlais de mes parents puis je disais comment j'étais chanceuse d'être adopté. Oh wow, j'ai été adopté, mes parents sont fantastiques. Et mes petites amies à l'école n'avaient pas été adoptées. Donc, quand ils arrivaient le midi chez eux, ils disaient « Oh maman, j'aimerais ça être adopté pour avoir des parents comme Joanne, qui elle avait été adoptée. » J'ai dit « Joanne, est-ce que je peux compter cette histoire-là? » Et Joanne, qui travaille au droit de la personne, elle me dit « Ben oui, Sylvain, ça me fait plaisir. » Et j'ai trouvé ça tellement beau qu'elle reconnaisse d'emblée les parents qui l'ont adoptée et qui lui ont donné tout l'amour qu'elle avait besoin pour devenir, elle, une personne adulte aimante. Donc, c'est en aimant qu'on enseigne aux gens à aimer, et elle a reçu de ses parents qui l'ont adoptée. Et j'ai trouvé l'histoire tellement belle en disant que les autres enfants la jalousaient parce qu'elle avait été adoptée et non pas eux. C'était très drôle. Waouh! Écoute, et vous avez pas mal d'informations aujourd'hui. J'ai préparé, hein, j'avais plein de questions et on a complètement... On n'y arrive pas du tout. Hein? On n'y arrive pas du tout. C'est ma faute, c'est mon déficit d'attention. Mais c'est correct en fait parce que je voulais justement, tu sais, c'était pour partir. Hein, je fais toujours ça pour me partir, puis après on n'a plus de besoin. On suit. Et en fait, j'ai envie de t'amener sur... tu sais, à un moment donné, tu as choisi ta carrière, tu as dit, ok, bon ben... Quand tu as vu que c'était possible, tu as dit non, moi je ne vais pas suivre ce que dit le conseil d'orientation, il y a une piste, il y a une porte, il y a quelque chose quelque part. Tu as choisi de chercher cette porte-là, puis après ça a fait ouf. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui m'a aidé, ce que je disais tantôt. Moi je suis allé voir un docteur qui s'appelait docteur Roger Saint-Amand, qui est un chiropraticien extraordinaire, qui m'a pris à l'âge de 18-19 ans, qui m'a enseigné ce que c'était, puis c'est ce qui m'a donné le goût d'aider des gens au niveau des maux de dos. Cette personne-là, pour moi, elle a été tellement importante dans ma vie parce que justement, le conflit de travail commencé par Sœur Rita Lanois, qui m'avait donné la partie de la confiance, mais lui m'a permis, en fait, elle m'a donné une bonne estime de moi, l'estime de soi, et lui m'a permis d'avoir confiance en moi, en me faisant travailler avec lui, en me donnant confiance dans mes capacités. Donc, l'estime de soi, c'est l'évaluation que je fais de qui je suis, de l'image que j'ai de moi et tout ça, donc l'image de soi. Et la capacité, en fait, la confiance en soi, c'est
l'évaluation que je fais de mes capacités à faire des choses. Et lui, Roger, m'a donné la chance de me donner la responsabilité. Responsible. Il m'a donné la responsabilité d'essayer des choses. Donc, sous cette responsabilité-là, j'avais aussi le droit de faire des erreurs. Il m'a permis d'apprendre à travers ce que je faisais avec lui. Puis aujourd'hui, ça m'a donné la passion de continuer un peu ce que lui a commencé. Roger est décédé, Sarlano est décédé. Mais ils sont toujours vivants dans mon cœur et en moi. Il va continuer avec les histoires. Exactement. C'est ça. On vient de parler d'eux, donc ils vivent en ce moment. Parce que leur énergie est toujours là avec nous, c'est toujours présent. Parce que justement, on a des pensées pour eux, puis ils quitteront jamais ma tête ni mon cœur. Effectivement. Et c'est souvent des phrases comme ça qui vont marquer dans nos vies. Et moi, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un de vivant, mais tu sais, dans Seigneur des Anneaux, Gandalf, à un moment donné, qui dit c'est ce que tu vas faire du temps qui t'est imparti qui est important. Oui, ça va peut-être mal, oui, tu as des choix à faire, mais c'est ce que tu vas choisir de faire avec le temps qui te reste. C'est beau ça. Et c'est beau, il y a une chanson qui est mon chanteur préféré, moi, une de ses chansons, ça s'appelle The Secret of Life. Puis c'est James Taylor. Et si on écoute cette chanson-là, elle est tellement belle. Et ça dit The Secret of Life is enjoying the passing of time. C'est enjoying, c'est de goûter et d'être présent dans le moment qui passe. Et ça, c'est la part parce que même, oui, c'est comme si tu as savouré un fruit. Mais quand je dis ça, c'est pas parce que moi je le fais d'emblée. Quand je dis aux gens, je fais des conférences. Mais ce que l'on enseigne, c'est ce qu'on a besoin de se faire dire. Oui, c'est ça. Si je l'avais de façon innée, j'aurais pas le sentiment d'avoir besoin de transmettre puis de l'acquérir aussi. Parce que je travaille fort pour le rester. Fait que je dis aux gens, s'il y a quelqu'un ici qui a déjà une dépression, c'est bien moi, puis à plusieurs reprises. Mais c'est pas parce que je suis en avant que je suis mieux que vous autres. Au contraire, si je suis à l'avant à parler avec les gens, si on est là, c'est parce que c'est moi qui est le plus fucké de la gang. Sinon, j'aurais pas ce sentiment. On a plus besoin de le répéter, de le répéter, oui, de le répéter pour l'intégrer. Un peu comme quelqu'un qui va dans une assemblée d'alcooliques anonymes, puis il se présente à l'avant et dit « Je n'ai jamais pris de boisson de ma vie, mais je vais vous dire comment ça se passe. » Je pense pas que ça serait trop crédible. Donc, si ça ne serait pas très crédible, ben, dans notre cas à nous, ben, c'est parce qu'on a eu des difficultés à l'école, parce qu'on a eu des gens, probablement toi aussi, il y a eu des gens qui t'ont aidé, qui étaient des civic knowledge, des gens qui ont de l'importance pour nous et qui nous ont aidés à cheminer. Définitivement. Et je vais t'amener dans un autre ordre d'idée. Quand ton nom circule comme le tien, quand tu aides autant de personnalités, de gens comme moi, mais des personnalités aussi avec des noms publics, comment l'ego justement il réagit? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es perdu et tu as eu besoin de te retrouver, ou tu as été correct, tu l'as vu venir? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il faudrait demander ça aux autres. Ben, normalement, ils finissent par te le dire quand ce sont des amis. Arrête. Non, mais je sais pas. J'espère que je n'ai pas changé. J'espère que ça. Céline Dion m'a dit, tu sais, Sylvain, les gens me demandent comment j'ai fait de me rendre au sommet. Elle dit, je me suis pas rendu au sommet. Elle dit, je suis redescendu tranquillement une marche à la fois pour être aujourd'hui bien gardé. Donc quand elle dit quelque chose comme ça, avec une personne qui a aussi bien réussi, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête enflée, c'est bien elle. C'est incroyable sa gentillesse, puis comment on peut être fier d'elle. Donc si ces personnes-là qui réussissent bien, Marie Lemieux, Tiger Woods, n'importe qui, ils se prennent pas pour d'autres, c'est eux les autres. Donc, pour moi, j'ai travaillé avec des athlètes, des gens connus, mais c'est pas moi ces gens-là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je suis juste un servant. J'ai juste aidé avec ma petite contribution que j'ai pu faire. Donc, je peux pas prendre ce que eux sont pour ce que moi je suis. On est vraiment à des années-lumière de ça. T'as une belle humilité, je trouve. C'est magnifique. Je fais ça tellement drôle dans la conférence. Je dis, je suis le meilleur, il n'y a personne de meilleur que moi. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle pour une conférence. Il faut que je te conte l'histoire, ça va être très drôle. Il y a une dame qui m'appelle, elle dit, on a engagé les meilleurs conférenciers. Pierre Lavoie, on a eu énormément tous les gens qui au Québec sont des conférenciers exceptionnels, dont François, dont il a nomme tous les meilleurs, Martin Latulippe, tout ça. Je ne sais pas combien on m'a nommé. Mon Dieu, les autres sont assez ordinaires. Moi, je suis pas mal meilleur que ça. Et là, au bout de la ligne, j'entends un silence. Elle dit, oh mon Dieu, on a fait une erreur.
Et là, je dis, mais non, mais ces conférenciers-là sont des bons conférenciers, mais c'est ordinaire. On va dire, moi, je suis exceptionnel. Vous allez voir, là, vous allez pas en revenir comment je suis vraiment meilleur que tout ce monde-là. Et là, je sens qu'elle est mal à l'aise. Elle dit, oh, c'est sûr qu'on ne l'engage pas. Mais je dis, moi, ma plus grande qualité, c'est mon humilité. Je suis tellement. En plus, tu continues. Et là, à part rire, elle avait compris que je faisais une blague. Puis que ces gens-là, j'ai un respect énorme pour ceux qui font le métier qu'on fait de se promener, d'être conférencier. C'est vraiment, on s'expose, on est dedans. Mais oui, parce qu'on parle de, puis on parle de nous. Enfin, on parle de nous, c'est difficile. Puis effectivement, des fois, ça pourrait flatter de l'ego, puis ça peut nous faire changer. J'espère que je suis resté le même. Mais j'ai travaillé avec des gens qui étaient très très connus, qui étaient vraiment les personnes les plus simples, c'est ceux qui sont souvent les plus connus. Mais en fait, moi, j'ai pas cette prétention. Mais je pense que tu dois le rencontrer, tu sais. J'ai l'impression que plus justement je commence à avoir des personnes comme toi qui acceptent des entrevues, plus je vois que ces personnes-là sont des humains et en fait, ils savent très bien où est leur place. Et des chefs d'entreprise, on a toujours l'impression que si on parlait aux grands boss, qu'il faut être comme ça, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est plus les cadres, les premiers cadres de l'entreprise que j'ai envie de dire, et sans vraiment porter de jugement, c'est vraiment une observation que je fais, où là, c'est plus difficile d'accès par rapport aux personnes de grandes décisions enfin, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, les Steve Jobs et autres, là, j'ai l'impression que c'est simple. Mais avoir côtoyé ces gens-là, pour moi, je sais qu'ils sont. Je sais que c'est souvent des bonnes personnes. Des fois, il faut qu'ils se protègent, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont trop sollicités, mais au-delà de ça, c'est des gens qui d'emblée vont donner de leur temps et qui vont être passionnés par ce qu'ils font. Puis je dis souvent aux gens, il y a un livre qu'on a fait ensemble avec Léon Maurice, ça s'appelle Le succès et le leadership, une histoire de culte, c'est les quotients, les différents quotients qu'on a. Et dans un, c'est le quotient humoristique, donc d'être capable de rire de soi, puis de rire des situations. Puis le rire et le sourire, c'est international. C'est un langage international. Donc quand on ne se prend pas pour d'autres, quand on est capable d'avoir l'humilité d'aider les autres, puis on sait qu'on est de plus en plus heureux là, quand on partage avec ces gens-là. Fait que non, honnêtement, si vous avez eu quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre et vous l'avez vu comme patron, vous savez ce que je veux dire. Quelqu'un qui se prend pour d'autres, là, c'est un cancer dans une entreprise. Ça, c'est souvent de l'arrogance. Et l'arrogance, c'est le contraire de la confiance. Quand je suis arrogant, c'est que je veux éloigner les gens de moi, de peur que ces gens-là viennent fouiller à l'intérieur de moi, les manques de confiance que j'ai, puis je veux les éloigner. Quand j'ai confiance en moi, d'emblée, je vais les accueillir parce que j'ai rien à cacher. C'est solide, c'est intrinsèque à moi, cette force tranquille que j'ai qui me donne cette confiance-là. Donc, aux États-Unis, pendant 10 ans, on a démontré que les gens qui réussissaient bien, c'est des gens qui avaient beaucoup de vulnérabilité, puis ils démontraient leur vulnérabilité. Donc, quand moi j'ai ici, présenté avec toi, puis on commence une entrevue, je dis, dans ça, je suis bon, mais dans ça, je suis vraiment moins bon. Ça permet aux gens. La personne à qui je suis en train de parler, elle aussi, elle a le droit d'être dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse. Quand je fais ça, c'est que j'ai confiance en toi parce que tu ne m'attaqueras pas dans ma faiblesse, puis moi non plus. Donc, on est deux personnes authentiques qui parlent ensemble, qui, à travers nos forces et nos faiblesses, on va s'entraider parce que d'emblée, je permets d'être vulnérable, je te permets aussi d'être vulnérable. Si je suis vulnérable, c'est que je peux faire des erreurs, tu peux donc en faire toi aussi. On va accepter nos faiblesses et nos forces, puis on va avancer ensemble, puis cheminer. Donc, si je te démontre ma faiblesse, c'est que j'ai confiance que tu ne vas pas me blesser là-dessus. Et ça, c'est vraiment unique aux gens qui réussissent très très bien. Souvent, on n'a pas peur de démontrer qu'ils sont vulnérables. Finalement, ils arrivent à être tout simplement et puis d'avancer. Oui. Il n'y a pas de jalousie. Moi, j'aime ça, des autobiographies ou des biographies des gens. J'aime ça, voir les gens qui réussissent. J'ai un plaisir fou à voir les gens qui ont de la réussite. Pour moi, ça me nourrit. Je me dis, wow, c'est possible. Pourquoi pas nous autres aussi? Je n'ai pas ce sentiment-là de jalousie ou d'être envieux. Être content pour l'autre. Oui. Je vois tellement de gens là, qui, comme toi, font des choses sur le web, qui se positionnent. Moi, je ne suis pas vraiment bon là-dedans, mais je suis extrêmement impressionné de voir les gens qui réussissent bien à se servir des nouveaux médias,
puis d'en faire une forme de carrière, puis d'aider d'autres personnes. C'est pas ce que. Moi, j'ai pas cette facilité-là, mais je suis heureux quand je peux le faire avec toi, quand je peux le faire avec d'autres personnes. Tu vas avoir Stéphanie Milot bientôt. Stéphanie, j'ai fait une partie de l'émission avec elle. Les gens m'invitent sur leur plateforme comme toi. Donc, ça me permet de connaître plus de monde. Fait que mon but, c'est d'aider le plus de monde possible puis de communiquer avec le plus de monde possible. Donc, si... Puis avec tes forces, parce que j'ai envie de dire, justement, comme tu dis, la vie, c'est une interdépendance. On ne peut pas vivre et réussir tout seul. Impossible. Alors, si c'est une interdépendance, c'est correct que moi, je suis moins bonne dans ça pour que je puisse te référer quelqu'un, puis que finalement, tout fonctionne, l'économie... Enfin, et pour moi, c'est pas juste le travail et le dire j'ai aidé, il y a... En aidant et en référant, j'ai donné le travail à quelqu'un d'autre qui va nourrir sa famille, puis lui va payer des études à ses enfants, puis c'est domino, là. Exactement. Puis c'est important parce que les gens ont souvent besoin d'aide. Il faut savoir où sont nos limites. Donc, les gens, souvent, vont avoir peur de consulter un psychologue. L'ordre des psychologues est là pour ça. Trouver quelqu'un, aller le voir, aller raconter comment vous vous sentez face à un professionnel qui va être à même de vous écouter avec une écoute professionnelle, puis de vous aider. Le jour où on n'aura pas peur, tout le monde, de dire qu'on consulte avec un psychologue, avec des gens qui nous aident dans notre vie, on va tous grandir parce qu'on va pas avoir peur de nos faiblesses, de nos vulnérabilités, puis on va se faire aider pour devenir une personne un peu mieux dans sa vie, en fait. Mais c'est en train de changer. On a des enfants, on est en train de les éduquer. Ça s'en vient. Oui, c'est... Faut garder espoir. C'est oui, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais en même temps, qu'est-ce qui ne demande pas du temps, quelque part? Donc, si c'était facile, tout le monde réussirait. C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui le veut, et puis en même temps, c'est aussi grâce aux personnes qui ne font pas ce travail-là qu'on arrive à se positionner, à grandir aussi, parce que ça nous fait travailler forcément plus. Oui, exactement. Donc, il y a un temps pour tout, finalement. J'ai envie de te demander maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? On est encore en janvier. Ouais. De me connaître de mieux en mieux. Si j'ai un souhait à faire, c'est d'arriver à me connaître, puis à savoir ce que je veux maintenant vraiment de ma vie. Où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Comme une partie de ma vie, j'ai 50 ans en ce moment, fait que je sais que je vais vivre jusqu'à 100, parce que là je suis à moitié mort, fait que j'ai la moitié de fait. Mais pour le reste qui me reste, la première partie était très belle. Je ne regrette rien de cette première partie-là. Il y a des choses que je ferais peut-être différemment, mais c'était ma vie. Puis la deuxième partie, j'aimerais ça encore plus de conférences, aider de plus en plus de monde, profiter du temps, de rire surtout, d'avoir du plaisir, puis d'être en compagnie d'amis que j'aime, qui sont comme moi. Je demande de rien de vraiment compliqué pour le moment. On te le souhaite. Ouais. On te le souhaite, et puis je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon Je suis bien content, on ne se connaissait pas, puis tu vois, là, je peux compter une nouvelle amie. Pas juste Facebook, face to face. Avec plaisir! Oh, avec grand plaisir! Je suis touchée. Merci tout le monde. Bye les amis. Bye bye.